Nous sommes mardi le 13 juillet. Bienvenue à En Zone Neutre, édition du mardi. Petit congé hier. Me voilà de retour avec vous. Bienvenue. Premièrement, le podcast est une présentation de l'Auberge et Club de golf Héritage. C'est à Notre-Dame-de-la-Paix en Outaouais. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Et si vous voulez aller prendre un repas, réserver une chambre d'hôtel, l'auberge est ouverte. Pleine capacité et le restaurant aussi. Nouveau chef là-bas qui s'appelle Alvin, super sympathique. Allez goûter à cette nouvelle cuisine super intéressante. Donc voilà. Et me voilà. Bonjour tout le monde. Je suis un petit peu off target, mais vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Des nouveautés sur le podcast ce matin. Donc voilà, je teste un nouveau micro aussi. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. Et sans plus tarder, on va parler de sport parce que bien que la Coupe Stanley ait été gagnée, ça continue de fêter et il va y avoir cet été, ça va être un été des plus chargés dans la Ligue nationale de hockey parce que il va y avoir un repêchage d'expansion pour le Kraken de Seattle, ce qui fait que la cédule, si on veut, ou l'horaire de la Ligue nationale est assez chargé pour les prochaines semaines. Ça va être super intéressant. Donc, on laisse fêter le Lightning un petit peu. Et d'ailleurs, voilà pourquoi j'étais off-target un petit peu. Et voilà! Donc, est-ce que je suis à la bonne place? Voilà, on va agrandir notre ami Kucherov parce que ça fête en tabarouette du côté de Tampa Bay, dans la baie de Tampa Bay, en bateau, allez-y par là. Et Kucherov qui avait un peu insulté les fans du Canadien de Montréal à la suite de la conquête de la Coupe Stanley en disant « Ah, vous aviez fêté pour un seul match et tout ça ». Pour une seule victoire. Et il s'était pas fait d'amis, il s'était présenté sur le podium en chess, en bédaine, avec sa grosse Bud Light. Et ça nous a fait douter premièrement de la capacité aux joueurs russes d'être capables d'encaisser un peu d'alcool. Parce que si t'es chaud sur la Bud Light, c'est parce que t'en bois pas trop souvent, mettons. Et il avait insulté un petit peu les partisans du Canadien en disant vous autres, vous avez fêté pour une victoire, nous, on a remporté les honneurs, puis c'est comme ça qu'on fête. Et Chantal Maccabé avait rapporté sur son compte Twitter ou Instagram qu'à minuit 50 à Tampa Bay, le soir de la conquête de la Coupe Stanley, c'était mort dans les rues de Tampa. Il se passait absolument rien, aucun partisan, les rues étaient vides et ils se sont un peu repris hier et un peu comme les Buccaneers de Tampa Bay l'avaient fait à la suite du Super Bowl. On fêtait dans la baie en bateau, donc une parade en bateau. Est-ce que c'est la meilleure façon qu'il n'y ait pas de débordement? Sans mauvais jeu de mots. Pas de débordement dans les rues et tout ça, je ne sais pas. Bref, est-ce que c'est plus facile de dealer avec des noyades plutôt que des vitrines des vitrines cassées? Je ne sais pas. Bref, Tampa Bay qui a fêté en grand. Kucherov qui en a remis, comme vous voyez sur l'image, avec son chandail 18 million over the cap. Et c'est lui qui est en train de chugger une Bud Light. Donc, voilà. Et il était avec aussi le trophée Vince Lombardi. J'imagine que c'est une réplique. Bref, ça fête du côté de Tampa Bay, pas pire solide. Quoi dire de plus que on va surveiller ce qui va se passer avec les listes de protection pour le repêchage d'expansion. Ça s'en vient très rapidement dans la semaine prochaine. On devrait avoir les listes des équipes avec les joueurs protégés, ceux qui ne le sont pas. Ça va être intéressant de voir ça. On peut déjà dessiner peut-être une formation pour le Kraken. Donc voilà, on va voir. Je dirais il y a certaines équipes qui sont un peu dans le trouble à cause de leur profondeur et de jeunes talents émergents. Et je nomme ici les Sénateurs d'Ottawa. Où est-ce qu'on ne pourra pas protéger tout le monde et cette équipe-là regorge de joueurs hyper talentueux, des jeunes joueurs là, qui en sont à 2, 3, 4 ans dans la Ligue nationale et on ne pourra pas protéger tout le monde. Donc, certaines formations comme ça vont perdre des bons talents et ça va être super intéressant de voir ça cette année. C'est un peu différent de l'expansion des Golden Knights de Vegas parce que maintenant, les équipes savent à quoi s'attendre. Ils savent exactement les bons coups que certaines équipes ont fait, les moins bons coups que d'autres ont fait pendant le repêchage d'expansion, ce qui fait que les équipes sont mieux préparées et
ça va être aussi, ça va laisser place aussi par la suite au repêchage d'entrée là, de la Ligue nationale des jeunes espoirs, suivi des agents libres. Et les agents libres, là, ça va être complètement fou. J'en ai parlé un petit peu. Ça va être une des saisons les plus mouvementées, des off-season les plus mouvementées pendant qu'un camion qui passe et qu'on entend très bien, j'imagine, dans le micro. Voilà. Donc voilà, ça va brasser au niveau des agents libres et j'explique un peu pourquoi. C'est que la saison dernière, on a eu droit à une saison écourtée, ce qui fait que les propriétaires ont probablement pas voulu dépenser autant d'argent qu'ils faisaient dans le passé et ça s'explique un peu par l'absence de partisans dans la plupart des gradins, au moins pour une partie de la saison et une saison écourtée aussi, alors que les joueurs, bien entendu, étaient payés au prorata, mais ça demeure des dépenses quand même assez grosses. Donc, est-ce que cette année, avec une saison complète, un plafond salarial qui ne va pas nécessairement augmenter, est-ce que ça va être le déluge de contrats faramineux trop long? D'ailleurs, je voyais un article hier, je ne sais pas où est-ce que ça a sorti, mais c'est les contrats qui existent encore, des joueurs qu'on soupçonne pas d'être encore payés dans leurs équipes respectives. Et là-dedans, on compte bien entendu Rick DiPietro qui est payé, Carl Alsner qui avait reçu un contrat du Canadien qui va être payé jusqu'en 2027. Et il y en a qui vont être payés jusqu'en 2029. Ilya Brizgalov est dans cette liste-là. Donc, c'est ça. Il y a des contrats qui sont assez dégueulasses là-dedans. Voilà. Ensuite de ça, on va saluer mon ami Kucherov. Hier, baseball majeur, c'était le concours de coups de circuit annuel précédant le match des étoiles. Donc, le match des étoiles va se dérouler ce soir. Et cette année, c'est particulier parce que, Shohei Ohtani, qui est le lanceur-frappeur, en tout cas, il peut tout faire, là. Shohei Ohtani, qui est le joueur des Angels de Los Angeles, qui va être le lanceur partant, mais va être aussi le frappeur désigné dans ce match-là, ce qui est une première. Ça s'est jamais fait, puis ça se ferait pas nécessairement non plus dans une saison régulière, mais dans un match des étoiles avec aucun enjeu, on a permis ça. Donc, Shohei Ohtani va être le lanceur partant et va être aussi le frappeur désigné. Donc, techniquement, ça va ressembler un peu à ce qu'on voit dans la Ligue nationale. Donc, le lanceur qui va frapper. Par contre, c'est ça. Le match se déroule au stade des Rockies du Colorado. Hier, on a vu des bombes à plus de 500 pieds qui ont été frappées. Et pas juste une. Là. Je sais, au niveau du Colorado, le stade est en altitude, donc la balle voyage très, 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 très bien. Et habituellement, on contrôle un peu les balles. Je sais pas comment on fait ça, là, j'ai pas de détails là-dessus, mais on contrôle un peu les balles en les mettant dans une espèce de pièce particulière pour justement que l'effet de l'altitude soit moindre, là, mais pour le match des étoiles hier, puis pour le concours de circuit, on n'a rien fait de tout ça. Les balles étaient, ça avait l'air des balles, ça revolait comme des balles de ping-pong. Et Pete Alonso, pour une deuxième année consécutive, Pete Alonso, le joueur des Mets de New York, l'a emporté. Puis je dirais de façon assez éclatante. Le gars l'avait remporté en 2019. Il n'y a pas eu de match des étoiles en 2020. Donc, récidivait hier pour deux sacres de suite. Et il y a deux autres joueurs seulement qui ont fait ça dans l'histoire. C'est Ken Griffey. Ken Griffey Jr. et l'autre, je me souviens plus. Bref, ils sont seulement trois à avoir réalisé l'exploit. Et on pourrait penser que Pete Alonso pourrait le répéter une troisième fois l'année prochaine parce que ça avait l'air facile pour lui hier. Là. Il a frappé des longs là, incroyables. Il avait même pas l'air fatigué alors que les autres pompaient l'huile comme jamais. Et cette formule-là est vraiment cool parce que tu as 3 minutes pour frapper le plus de longues balles possible et tu as un temps d'arrêt là-dedans. Et à la suite de ça, si tu as frappé, je me souviens pas c'est combien de pieds, là, mais je pense que c'est 450 pieds. Si tu as frappé un long à 450 pieds, on t'ajoute 30 secondes. Puis si tu en frappes un deuxième, on t'ajoute un autre 30 secondes. Donc, tous les joueurs ont bénéficié d'une minute supplémentaire. Donc, ça a donné un 4 minutes là, pour frapper des longs. Et ça a été magistral. Alonso en avait frappé 35 à sa première ronde. Et ensuite de ça, il est allé battre Juan Soto en deuxième ronde.
ronde assez facilement. Il restait du temps là, pour le faire. Et en finale contre Trey Mancini. Trey Mancini, je pense que la plupart de la planète baseball souhaitait que Mancini puisse gagner parce que lui a eu un cancer du côlon en 2020 et a survécu, a battu le cancer, si on veut. Et je pense que la plupart des gens lui souhaitaient cette victoire-là après son retour cette année. Et en plus, c'est pas facile. Là. Il joue avec les Orioles de Baltimore. Fait que, tu sais, le seul moment de réjouissance pour lui dans sa saison, c'est sa participation au match des étoiles et au concours de coups de circuit. Bref, Alonso est allé gagner ça assez facilement en finale et il a donné un show. Le gars dansait entre les pitchs, se plaçait, en tout cas, bref, tu vois que le gars, il a pratiqué des home run derby. Là. Il fait pas juste pratiquer sa position puis son swing de tous les jours. Là. Le gars se pratique à faire des home run derby, je suis pas mal certain. Fait que c'était bien impressionnant de voir ça. Donc, Pete Alonso, 2e année consécutive. Sinon, en fin de semaine, vu que je ne vous ai pas parlé hier, en fin de semaine, il y avait la finale de l'Euro, hein, l'Italie qui affrontait l'Angleterre en direct du Wembley Stadium à Londres. Donc, c'était l'Angleterre qui jouait à domicile et c'est l'Italie qui l'a emporté au tir au but, là, ou à la fusillade, tir de barrage, appelez ça comme vous voulez. Mais quel match de soccer et l'Italie qui l'emporte et c'était la folie furieuse à Montréal et à Ottawa. À Ottawa, sur la rue Preston, dans le quartier italien. C'était fou complètement. J'ai vu des images de ça. La distanciation sociale n'existait plus. Et l'Italie, c'est une bonne formation de soccer, mais ça faisait quelques années qu'il n'avait pas accédé aux grands honneurs à l'Euro. Et là, l'emporte. Et l'Italie l'a eu assez difficile pendant la pandémie. Surtout au début de la pandémie, ça a été un des pays les plus touchés. Et on a senti, après la victoire de la formation italienne, justement, une espèce de relief, hein, une espèce de sentiment de liberté. Hein. Je pense qu'ils sont allés chercher cette liberté-là par le championnat. Bref, on les a vus sortir dans les rues un peu partout. Je ne sais pas si ça a fait été solide en Italie même, mais j'oserais croire que oui. Et félicitations à mes amis italiens que je connais. Je sais que vous êtes très, très, très fiers de votre équipe. Les Italiens, c'est du monde qui sont hyper fiers. Donc, bravo, good job à l'Euro. Les amis italiens. Sinon, aussi en fin de semaine, c'était la finale de Wimbledon. Djokovic qui affrontait justement un Italien, hein, Matteo Berrettini, et Djoko l'emportant en 4 manches. Djoko qui rencontre ou qui se joint à un club select, hein, avec Rafael Nadal et Roger Federer, 20 titres du Grand Chelem. Et à ma grande surprise, j'ai appris que c'était son 6e Wimbledon quand même. Donc, il a remporté 6 fois Wimbledon. Le tournoi qu'il a remporté le plus souvent, c'est l'Open d'Australie, qui est probablement le tournoi majeur le moins glamour à remporter, mais quand même. Donc, ça démontre que lui, en début de saison, parce que c'est le premier Grand Chelem, le tournoi, l'Open d'Australie, ça démontre que lui, en début de saison, il est sa coche, puis il remporte des gros tournois. Mais là, Djokovic est allé d'un sans faute là, cette année à Wimbledon, l'emporte, et ce qu'on voit un peu partout, c'est un peu... c'est un peu plate, je dirais, parce que Djokovic, lui, il remporte des tournois, il fait la job, il est solide, c'est le numéro 1 mondial, il va passer dans l'histoire comme étant justement, parce que là, on est dans une période historique. Là, hein? Il y a 3 joueurs qui ont remporté 60 grands chelems depuis 1998. On s'entend-tu que c'est du grand chelem en tabarouette? Il y en a 4 par année. Et il y en a 60 qui ont été remportés par 3 joueurs seulement, Federer, Nadal et Djokovic. Donc, on est dans une ère complètement folle. On assiste probablement, on voit probablement les 3 joueurs les meilleurs joueurs de l'histoire du tennis sont sous nos yeux en même temps et se partagent les grands chelems. Imaginez si un de ceux-là n'avait pas
n'était pas là pendant cette période-là et qui se serait partagé, par exemple, ses titres du Grand Chelem à 2 ou même à 1 seulement. Ça serait fou ben raide. Mais il y a eu de la compétition. Ça les a amenés, tous ces 3 joueurs-là, à un niveau incroyable. Et Djokovic, c'est très, très, très mérité. C'est un travaillant. C'est un gars qui, dans les premières années de sa carrière, était dans l'ombre, justement, des Nadal et Federer. Et à un moment donné, il a commencé à gagner des grands chelems. Imaginez, Djokovic aurait pu en remporter plusieurs. Là. Il a fait des demi-finales, des finales de grands chelems, mais à l'époque, c'était Federer et Nadal qui remportaient tout. Et là, on est dans l'ère Djokovic. Et d'après moi, je fais une prédiction et je suis à chier dans les prédictions, mais je fais une prédiction. Je pense que Djokovic va remporter un 21e Grand Chelem. Peut-être pas cette saison, mais l'année prochaine. Ça pourrait se passer directement au US Open qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Par contre, le US Open, c'est particulier. C'est très difficile à remporter et on voit souvent, par exemple, un joueur dans les tournois du Grand Chelem qui n'ont pas été remportés par le top 3 mondial, là, que j'appelle le top 3 de l'histoire, là, Federer, Nadal et Djokovic. C'est souvent l'US Open qui a été remporté par quelqu'un d'autre. On se rappelle, Marin Cilic l'a gagné. Bref, il y a toujours un outsider qui arrive et qui se fait transporter par l'espèce de vibe particulière qu'il y a au US Open, une vibe de party chez les amis américains, des matchs qui se déroulent aux petites heures du matin quasiment. Eux autres, là, commencer un match à 10h30 le soir, il n'y a pas de trouble. Et il y a des joueurs qui sont drivés par ça. Il y en a d'autres que ça les fatigue et ils vont pas performer, mais il y en a que ça les drive, donc c'est intéressant. Bien hâte de voir ça en tout cas. Et cette semaine, pour compléter les nouvelles, si on veut, on a un tournoi de golf majeur justement qui va se dérouler du côté de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, le Open Championship qui commence jeudi. Donc, je ne sais pas qui vous avez comme gagnant, mais ce tournoi-là est complètement fou année après année. On a toujours droit à des coups qui sont impossibles, des balles qui se retrouvent dans l'herbe longue de style Lynx, là, des grands fouettes de foin. Il pleut, il vente, il fait pas beau. Les joueurs jouent avec des manteaux d'hiver quasiment à l'occasion. Et ça se passe sur un des terrains les plus vieux au monde, le St. George. Donc, ça va être super intéressant de voir ça. L'image est belle, des châteaux en bordure. Et c'est complètement magique. C'est tellement beau, c'est magnifique. Bref, à suivre cette semaine. Et c'est ça. J'espère que vous allez bien. En zone neutre live, jeudi soir, on va jaser baseball, on va jaser du match des étoiles et du concours de coups de circuit, mais aussi un peu du phénomène Shohei Ohtani. Incroyable, Shohei Ohtani, pour vrai, c'est un phénomène. Premier joueur depuis Babe Ruth là, à lancer, frapper, puis à être meneur dans ces catégories-là, au niveau des circuits notamment, et sur le monticule aussi, qui est une machine. Et on va dresser un portrait parce que cet été, c'est les Jeux olympiques de Tokyo. Donc, Tokyo, ça devait se passer en 2020, ça va être cet été finalement. Et on voit plusieurs annulations des athlètes qui ne vont pas participer, surtout en tennis, là, que j'ai vu dernièrement, mais il y a beaucoup de cancellations et tout. Et on va dresser un petit portrait des Jeux olympiques. Là. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est une édition qu'on devra marquer d'un astérisque? Qu'est-ce qu'on doit surveiller aux Jeux olympiques? Est-ce qu'on doit surveiller le Canadien André Degrasse là, qui va être au 100 mètres? Est-ce que sa forme physique ou les blessures, est-ce que c'est de côté? Est-ce que c'est laissé de côté? Est-ce qu'il y a une réelle chance de remporter la médaille d'or au 100 mètres? Donc, tout ça, du côté de l'athlétisme et des autres sports, désolé. Donc, on va parler un petit peu de ça lors du podcast live jeudi soir. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se reparle demain. Ciao!